En regardant cette vidéo, vous vous apprêtez à entrer dans l'histoire de Thionville et dans les secrets de son patrimoine. Vous allez voir, nous allons ouvrir de nombreuses portes afin d'en apprendre le plus possible sur l'épopée de Thionville. Installez-vous confortablement, c'est parti pour plus de 1000 ans d'une histoire extraordinaire. Thionville est une ville au passé prestigieux, rattachée à l'histoire carolingienne, luxembourgeoise, bourguignonne, habsbourgeoise, puis française et allemande, bref, une ville exceptionnelle qui devient française au XVIIe siècle, sous le règne du jeune roi Louis XIV. Tout au long de son histoire, la ville se développe, militairement bien sûr, grâce à sa position frontalière, mais aussi par son architecture. Tout au long de cette émission, nous allons vous ouvrir les portes des secrets que renferme le patrimoine de la ville de Thionville et ainsi remonter le temps avec Geoffrey Félicie, professeur d'histoire très engagé pour l'histoire et le patrimoine de la ville. Et c'est dans l'église Saint-Maximin qu'il nous attend pour débuter cette visite passionnante. Bonjour Geoffrey. Bonjour Tim, ça va? Très bien, surtout ici, dans une église comme celle qui est Saint-Maximin, donc à Thionville. Un de nos bijoux de notre patrimoine thionvillois. Magnifique. Thionville, c'est une ville, on va revenir à l'église juste après. Thionville, c'est une ville qui existe depuis quand? Alors, les premières traces de Thionville remontent à l'an 707, où on a retrouvé donc une trace d'une petite villa royale nommée Théodonis. Alors, en fait, les sources que nous avons trouvées sur la ville nous font penser que c'était une villa qui appartenait au roi mérovingien d'Austrasie, parce qu'à l'époque, le royaume franc avait été divisé, donc entre l'Austrasie et la Neustrie. Et du coup, une villa royale avait été installée ici, donc une villa au sens de ferme, une ferme et ses dépendances, avait été installée ici, à mi-chemin entre les deux capitales royales d'Austrasie, à savoir Reims et Metz. Donc on était ici sur un petit promontoire de la Moselle, ce qui permettait de se défendre, parce que l'étang à l'époque n'était pas des plus sûrs. On a aussi une trace du nom de Théodonis Villa à partir de 753 dans une des lettres de Pépin le Bref, donc, qui est venu séjourner ici. Alors pourquoi Théodonis Villa? Tout simplement parce qu'un des intendants du domaine, peut-être le premier intendant du domaine, s'appelait Théodonis, en allemand Diden ou Ditten, ce qui donnera Didenhofen à l'époque allemande. Vous parlez de Pépin le Bref, qui est le père de Charlemagne. Charlemagne est aussi un personnage historique très rattaché à la ville de Thionville. Très rattaché à la ville de Thionville, effectivement. Charlemagne a séjourné plusieurs fois à Thionville. Son père, Pépin le Bref, et son frère Carloman sont venus qu'une fois chacun. Et sous le règne de Charlemagne, la ville de Thionville était vraiment dans le centre de l'Empire carolingien, était une ville aussi particulièrement importante pour Charlemagne. Cette église Saint-Maximin, elle date de bien plus tard, bien après Charlemagne. Tout à fait. On est au XVIIIe siècle. On est au XVIIIe siècle, on est à la moitié du XVIIIe siècle. Alors, il faut savoir que Thionville, pendant longtemps, n'a eu qu'un seul lieu de culte, alors qui s'est déplacé à différents endroits du centre-ville. Le premier attesté date du Xe siècle, portait déjà le nom de Saint-Maximin. Alors, pourquoi Saint-Maximin? Parce que la paroisse de Thionville dépendait de l'abbaye de Trèves, l'abbaye Saint-Maximin de Trèves. Donc, les paroisses de Thionville ont repris ce nom de Saint-Maximin. Donc, une première petite église de taille très modeste avait été édifiée. Une deuxième a été édifiée plutôt vers la fin du Moyen-Âge. Mais un vaste incendie à la fin du XVe siècle a complètement détruit cette église. Or, il fallait un lieu de culte. Donc, on a décidé de construire une première église sur le parvis de Saint-Maximin, donc à l'emplacement d'un cimetière. Donc le cimetière a été reculé et on a placé l'église au centre.
malheureusement, on s'est vite rendu compte que cette église, elle aussi de taille somme toute modeste, ne convenait plus à la population de la ville en pleine expansion. Je rappelle quand même qu'on est sur une ville frontière, donc ville de garnison. Donc il a fallu commencer à réfléchir à un autre projet beaucoup plus grandiose, beaucoup plus magistral. C'est ainsi qu'est venue l'idée de construire cette superbe église. Qui a plusieurs particularités, notamment celle de ne pas être orientée. Voilà, alors elle est orientée sud-ouest, alors pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, juste du côté de la Moselle, il y avait les remparts de Thionville. Le problème, c'est que on ne pouvait pas orienter l'église comme on voulait, sinon on aurait dû détruire une partie des remparts, ce qui était tout à fait impensable. Donc du coup, cette église a été orientée de manière parallèle aux remparts, ce qui explique aussi sa petite taille. Je pense que vous avez remarqué qu'elle n'est pas extrêmement élevée. Alors pourquoi ? Il fallait absolument que les deux tours devant l'église ne dépassent pas la hauteur des remparts de Thionville. Pour éviter d'être une cible en cas de siège. Tout à fait. Et d'ailleurs, à ce propos, la tour gauche de l'église Saint-Maximin ne comporte aucune cloche. C'était une sorte de second beffroi, une tour de guet pour prévenir l'arrivée de nouveaux envahisseurs. D'accord. Et elle va subir les affres des différentes guerres qui vont s'abattre sur Thionville, notamment en 1870. L'église Saint-Maximin est toujours debout, mais elle a quand même subi de gros dégâts. Effectivement. L'armée allemande arrivant à partir du pont qui mène à Yutz, forcément, l'église Saint-Maximin a été un des premiers ouvrages bombardés sur Thionville. À l'époque, les Allemands disposent de mortiers extrêmement puissants, donc l'église Saint-Maximin va subir de très 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 gros dégâts. D'ailleurs, à ce propos, les 3/4 des habitations de Thionville centre auront été largement endommagées pendant la guerre de 70. Oui, quand même. Bon, maintenant qu'on en a parlé, moi je propose qu'on se promène un peu et qu'on regarde cette église. Tout à fait. Elle est vraiment magnifique. Ces vitraux, ils datent de quand? Ils viennent d'où? Ces vitraux que nous voyons ici des deux côtés latérales, en fait, ce sont des vitraux qui ont été installés après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y avait eu de très lourds combats le 11 novembre 1944 sur le pont des Alliés entre les GI américains et les troupes allemandes. Donc du coup, à cause de la férocité des combats, les vitraux avaient été entièrement soufflés et donc ils ont été réinstallés. Les deux que nous voyons dans le fond, dans le chœur, eux, sont plus anciens. L'église, en fait, a été équipée, si j'ose dire, avec des objets qui ont été achetés ailleurs et qui ont été accumulés au fil du temps. Par exemple, l'orgue que nous voyons là-bas a été acheté dans les années 1790 auprès de l'abbaye Saint-Clément de Metz, tandis que le maître-autel, qui se situe juste devant nous, a lui été acheté à la Chartreuse de Rethel en 1793. Alors là, on est aux alentours de la Révolution française. Ça va être un tournant, une parenthèse plutôt pour cette église. Ça va être une parenthèse parce que durant la Terreur, l'église Saint-Maximin sera un temple de la raison. Alors qu'est-ce que c'est qu'un temple de la raison? Alors un temple de la raison, c'était un temple qui était dédié à la vénération de la raison, de l'être suprême. C'était cette nouvelle religion civique que Robespierre voulait implanter en France pour remplacer la religion catholique. Aujourd'hui, l'église Saint-Maximin trône fièrement en plein cœur de la ville. Forte de son histoire, elle fait aujourd'hui partie des plus beaux éléments de patrimoine de Thionville. À quelques pas de là, un autre monument thionvillois témoigne de la riche histoire de la cité. Exceptionnellement pour notre caméra, Geoffrey nous ouvre ses portes et grâce à cet escalier, c'est bien le passé de cet édifice central, mais aussi celui de Thionville que nous allons explorer. Entrons dans l'histoire. Alors là, Tim, je vais vous présenter quelqu'un, la grosse Suzanne. Ah bah, je vais être ravi de faire sa connaissance. Voilà donc la grosse Suzanne. Tout à fait. Donc la grosse Suzanne, c'est cette cloche de 2 tonnes qui a un peu le point central de notre beffroi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un beffroi justement? Alors un beffroi, c'est une tour qui a été construite à l'époque médiévale et qui servait à prévenir justement l'arrivée d'envahisseurs. On était sur une position surélevée, on avait une vue dégagée sur tout le paysage et on pouvait voir dès qu'une armée ennemie venait attaquer la ville. Et ce beffroi, il a la particularité d'être construit sur un autre symbole de la ville, qui reprend même l'histoire d'un privilège pour Thionville. Tout à fait. En fait, le beffroi
en plus de sa fonction militaire, avait aussi une fonction politique. En effet, le beffroi a une extension dans laquelle le conseil échevinal, donc le conseil du conseil municipal de l'époque, l'ancêtre du conseil municipal, voilà, tout à fait, se réunissait pour administrer la ville. Et depuis 1239, le comte de Luxembourg, Henri V, a accordé une charte de franchise à la ville, c'est-à-dire qu'il lui a donné le privilège de s'autogérer. Parce que la ville de Thionville, au fur et à mesure de son histoire, elle va connaître différentes allégeances, si on peut dire. Alors, tout à fait. La ville de Thionville, à l'origine, faisait partie du comté de Luxembourg. Le comté de Luxembourg, au gré des alliances, au gré des guerres, va rentrer dans l'héritage bourguignon de Charles le Téméraire. Et à la mort de celui-ci, sa fille va s'unir avec un membre de la maison d'Autriche. Et donc, le Luxembourg et Thionville donc, rentreront dans l'escarcelle impériale Habsbourg, puis espagnole, puisque Charles Quint était également roi d'Espagne. Ensuite, au fil des ans, la France, en guerre contre l'Empire d'Habsbourg, va s'emparer de Thionville. En 1643, la ville est prise par le duc d'Enghien, le futur Grand Condé, et en 1659, après le traité des Pyrénées, Thionville deviendra français. Voilà donc pour ce cours accéléré sur l'histoire de Thionville. Malgré la poussière déjà accumulée sur ma veste, j'ai bien envie de monter encore et de découvrir ce qui se cache tout en haut de ce beffroi. Et en montant encore l'escalier, je remarque que la construction et les matériaux évoluent. Vous allez voir que même après avoir fait la connaissance de la grosse Suzanne, nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Et donc là, Geoffrey, on arrive dans une partie du beffroi qui a donc été construit au 19e siècle. Tout à fait, Tim. Alors, cette partie du beffroi est la demeure du guetteur. Alors, le guetteur était chargé de prévenir les Thionvillois en cas d'arrivée d'armées ennemies. Alors, cette partie du beffroi a été entièrement remaniée par les Allemands lorsqu'ils ont pris possession de Thionville, parce que le beffroi avait été touché très sévèrement par les bombardements. D'ailleurs, pour la petite anecdote, 2 soldats prussiens se sont amusés à faire un pari de savoir qui, avec son canon, réussirait à toucher l'horloge du beffroi. Et effectivement, il y en a un, d'après les photos que nous avons de l'époque, qui a réussi à tirer dans le mille. Et donc ici, d'accord, on est chez le guetteur. Oui. J'imagine qu'on a encore des vestiges. Oui, là par exemple, je vois le poêle. Tout à fait. Donc, le vous poêle avez pour le chauffer. le poêle du guetteur, donc c'est la pièce la plus emblématique de ce logis qui nous reste. Alors vous constatez qu'il y a 4 fenêtres aux 4 différents points cardinaux de Thionville. Et depuis cet endroit-là, vous pouvez admirer tout Thionville, de Guentrange jusqu'à l'entrée de Yutz. Ah oui, il fallait bien que le guetteur ait quand même une vue dégagée sur toute la ville. C'est le principe, c'est le principe. Allez, il est temps de nous prendre pour les guetteurs de Thionville et de découvrir la vue qu'offre ce point d'observation. Une fenêtre sur chacun des 4 points cardinaux permet en effet de se rendre compte de tout mouvement aux abords de la ville de Thionville. Un guetteur habitera cet appartement jusque dans les années 40, et les vestiges de cette époque sont toujours visibles de nos jours, et permettent de nous rendre compte, du moins en partie, du quotidien de ces guetteurs. Après avoir vu les entrailles de ce monument qui culmine à quelques 45 mètres de haut, il est temps de descendre et également temps bien sûr de découvrir l'extérieur de cet édifice. Et une autre particularité de la ville y est inscrite, une décoration loin d'être anodine. Alors, justement, alors là, je vois une plaque, la Légion d'honneur. C'est vrai que c'est une particularité de la ville de Thionville, cette Légion d'honneur. Tout à fait. Thionville a été décorée de la Légion d'honneur, mais aussi de la Croix de guerre. Pourquoi ? Alors, Thionville a résisté donc à plusieurs assauts, notamment en 1792, en 1814, en 1870. Et donc, en 1920, le président Poincaré, pour saluer la bravoure de la ville, a décidé de lui décerner la Légion d'honneur. Et il n'y en a pas tant que ça, je crois qu'il n'y en a que 4 en Moselle. Oui. Phalsbourg, Bitsch, Thionville et Metz. Les nombreux conflits qui ont fait souffrir la ville depuis la Révolution française lui auront donc valu ces décorations prestigieuses qui sont aujourd'hui exposées à l'hôtel de ville. Et toutes ces batailles, ces sièges qui se sont succédés, ont bien sûr leur témoignage dans les vestiges des remparts qui entouraient la ville. Si la plupart de ces fortifications ont été démantelées par les Allemands durant la première annexion, il en reste heureusement une partie, comme la porte de Sarrelouis bien sûr, mais aussi le pont Écluse, construit au XVIIIe siècle.
Donc ici, le pont Écluse, hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc le pont Écluse de Thionville, il en reste 3 en France. Voici le mieux conservé. Et le plus beau, sans doute. On est en Moselle. Sans aucun doute. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pont Écluse? À quoi est-ce que ça sert? Alors, ce pont Écluse, en fait, a été construit au XVIIIe siècle afin de surveiller le canal sur lequel il est installé. En effet, Thionville était pendant longtemps soumise à des inondations et donc les ingénieurs du XVIIIe siècle ont décidé de percer un canal artificiel pour permettre à une partie du débit de la Moselle de s'écouler. Cependant, il fallait quand même surveiller et protéger ce canal de la Moselle des invasions, d'où l'installation de ce pont Écluse. Oui, parce que ce pont Écluse fait partie du couronné de Thionville, qui était l'enceinte fortifiée du XVIIIe siècle à Thionville. Tout à fait, c'est ça. Donc le couronné se trouve à l'endroit où nous sommes. C'est un ensemble de fortifications en forme de couronne, construite par Louis de Cormontaigne, qui était un des disciples de Vauban. Donc ça répond à la politique de Louis XIV qui visait à ceinturer toutes les frontières du royaume de France afin de les protéger des invasions étrangères. Oui, parce que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Thionville devient officiellement française en 1659 avec le traité des Pyrénées, Thionville a une place importante. On disait d'ailleurs, c'est quoi, Thionville protège Metz et Metz protège l'État? C'est ça. Tout à fait, c'est ça. En fait, Thionville étant ville frontière, il était nécessaire de la fortifier pour parer à des attaques. Il ne faut pas oublier que durant le règne de Louis XIV, sur 70 ans de règne, il y a eu quand même 50 ans de guerre. L'essentiel des engagements militaires se sont faits dans les Pays-Bas espagnols de l'époque, à savoir le Luxembourg et la Belgique. Donc beaucoup d'armées passaient dans les coins, donc il fallait absolument verrouiller la frontière, d'où la création de ce couronné. Alors ce couronné a une particularité, donc il en est fini justement des fortifications classiques, donc c'est une fortification en couronne qui permet, à l'aide de différents bastions, justement de protéger bien plus efficacement qu'un simple mur d'enceinte qui, avec les progrès de l'artillerie, de toute façon se révélait inutile. Oui, parce que jusque quand est-ce qu'ils ont servi alors ces remparts du couronné? Alors, les remparts du couronné ont servi au moins jusqu'à la guerre de 70, et puis ensuite, avec les progrès de l'armement, ils ont commencé à être désaffectés pour privilégier d'autres systèmes de défense. À l'origine, ce sont 2 ponts Écluse qui furent construits par Cormontaigne et ses ingénieurs sur ce canal artificiel de plus d'1 kilomètre de long. Si celui dans lequel nous nous trouvons a été restauré à la fin du XXe siècle, l'autre pont Écluse est lui toujours en ruine. En effet, les combats du mois de novembre 1944, lorsque les Alliés combattent pour reprendre la ville aux Allemands, sont terribles. Et les bombardements n'épargneront pas ces bijoux de patrimoine. Mais les remparts de Thionville ont été construits en plusieurs étapes, vous vous en doutez bien. Des étapes qui ont pour origine l'époque luxembourgeoise. C'est à cette époque que sera d'ailleurs construit ce donjon circulaire qui trône aujourd'hui en plein cœur du centre-ville, datant du XIe siècle et qui porte aujourd'hui un nom un peu particulier. Donc voici la tour aux puces. C'est ça, c'est le joyau de notre patrimoine local. Ah, puis en plein centre, hein. Tout à fait. Alors la tour aux puces, c'est quand même un nom assez particulier. Pourquoi la tour aux puces? Alors en fait, la tour aux puces est un donjon qui a été construit au XIe siècle par les comtes de Luxembourg. Mais il y a eu beaucoup de légendes par rapport à cette tour. Alors la légende peut-être la plus connue par rapport à la tour aux puces, c'est l'histoire d'une princesse qui aurait été enfermée dans la tour. Malheureusement, elle serait restée dedans pas mal de temps, elle aurait été oubliée, et quand sa famille serait revenue la chercher, elle aurait été dévorée par les puces. Il restait seulement une touffe de cheveux. Voilà. D'accord, sympathique. Bon, et la vraie explication? Voilà, l'explication plus historique viendrait du fait qu'en luxembourgeois, cette tour qu'on appelait la tour au puits, qui se disait le Petsturm, lorsque la translittération a été faite avec le français, le terme de tour au puits est resté. Alors à l'intérieur, on voit toujours cependant le puits. D'accord. Donc, et aujourd'hui, c'est devenu un musée, hein? Aujourd'hui, c'est le musée du pays thionvillois. On fait un tour? Allons-y. Ah oui, il ne faut pas être très grand. Ah ben, ici, on est donc dans une partie de ce musée de la tour aux puces. Et c'est autour de nous, j'imagine, la genèse du pays thionvillois, de la Moselle? C'est ça, c'est nos plus vieilles pièces du pays thionvillois. Donc on retrouve des dents de mammouth avec des ossements
des créatures qui peuplaient les environs, mais aussi de silex, de galets, qui servaient aux hommes préhistoriques à trancher la viande et à différents usages quotidiens. C'est génial. Et derrière vous, alors, qu'est-ce que c'est que cet homme Écoutez, je me permets de vous présenter le plus vieux Lorrain connu. D'accord, Donc, enchanté. Voilà, l'homme de Montenac, qui aurait vécu aux alentours de moins 1800. D'accord. Alors, il aurait été découvert sur un terrain privé à Montenac. Alors, ce qu'on peut dire de ce vieux Lorrain, c'est que c'est un jeune adolescent de 17-18 ans, donc qui est mort, on ne sait pas pourquoi. Alors, on le sait grâce à sa dentition qui est encore plutôt parfaite. Ouais. Alors, comme vous voyez, Tim, il est quand même plutôt très très bien conservé. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. On a retrouvé des poteries avec qui nous laissent penser que c'était un homme de la campagne. Après, voilà, le sarcophage dans lequel il était aussi relativement bien tenu. Et vous pouvez constater qu'il est en position fétale. Oui, c'est pour ça qu'il a des phalanges aussi allongées. Donc on pourrait croire simplement qu'il dort. Tout à fait. Mais lui, ça fait un moment qu'il dort. Oui, et là... autour de nous, donc là, vous avez parlé des dents de mammouth. J'ai l'impression aussi qu'on a des outils préhistoriques. Alors oui, voilà, c'est des outils préhistoriques. Donc vous avez plutôt des pierres taillées, des pierres polies, des flèches qui ont servi probablement aux hommes préhistoriques à chasser. On a ici une reconstitution d'un habitat néolithique grâce à des traces qu'on a trouvées. Donc voilà, ça permet justement de familiariser l'histoire de Thionville avec les Thionvillois. Et dans une bâtisse extrêmement importante dans l'histoire de Thionville, l'ancien donjon du château des Comtes de Luxembourg. C'est ça, voilà. Donc tour comtale qui a été édifiée au XIe siècle. Alors, on voit encore dehors quelques vestiges de l'ancien château des Comtes de Luxembourg, avec l'ancienne porte, encore flanquée de ces deux tours, où on voit à l'intérieur l'endroit où la herse pouvait être descendue en cas d'attaque. Donc justement, ce château avait été édifié par les Comtes de Luxembourg pour protéger leur frontière sud. À l'époque, le comté de Luxembourg était plus grand qu'aujourd'hui, il recouvre une partie de la Belgique, donc le Luxembourg belge, mais aussi une partie de Thionville et le Luxembourg actuel. Et donc, ça faisait partie des différents châteaux qu'on trouvait au comté de Luxembourg et qui servaient à sa sécurité. Mais donc là, aujourd'hui, finalement, c'est vraiment dans l'histoire profonde. Alors là, on peut pas remonter plus loin dans l'histoire du pays thionvillois et de Thionville. On a vu donc la partie défensive. Là, on est dans un donjon en plus, on est en plein dedans. J'aimerais bien aller voir une autre partie défensive qu'on ne voit pas forcément. Et je crois qu'on appelle ça le bastion donc de Luxembourg. Oui. Tout à fait. Et qui se trouve d'ailleurs à côté d'un rond-point extrêmement emprunté ici à Thionville. C'est ça. Et les gens ne savent pas forcément ce qui s'y cache. Tout à fait. On va voir. Tout à fait. Allons-y. C'est parti. Le musée de la Tour aux Puces, situé en plein cœur du centre-ville, offre une véritable plongée dans l'histoire du pays thionvillois. Avec par exemple ce mobilier retrouvé au cours de travaux ou de fouilles archéologiques. Un musée qui permet aujourd'hui de retracer et de mieux comprendre, bien sûr, l'épopée thionvilloise. Allez, direction maintenant la dernière étape de notre visite. À nouveau, nous nous apprêtons à pousser les portes de l'histoire, au cœur d'un bastion qui, depuis plusieurs siècles, accompagne l'histoire militaire de la ville. J'ai ouvert, je rentre le premier. Vas-y, Tim. Et en pénétrant dans les profondeurs de ce bastion, je prends rapidement conscience qu'ici, dans cette obscurité, de nombreuses histoires se mêlent, du XVIe à la Seconde Guerre mondiale. Sur les murs, des graffitis laissés par des soldats américains en 1944 me confortent d'ailleurs dans cette idée. Des noms, des personnages de bande dessinée bien connus à l'époque, une pin-up et même parfois des adresses, mais aussi des lits métalliques et des restes de paillasse, de la machinerie. Chaque couloir nous offre son lot de surprises. Chers amis, nous venons bel et bien de remonter le temps en plein cœur de Thionville. Ah, et alors là, on voit la machinerie. Faire attention.
Oui, attention. Voilà, on se trouve donc dans ce fameux bastion Luxembourg. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bastions? De quand est-ce qu'ils datent? Qui les construit? Pourquoi? Et jusqu'à quand? Je m'arrête là, mais jusqu'à quand est-ce qu'ils vont être utilisés? Alors, en fait, ces bastions ont été construits à partir de la moitié du XVIe siècle parce que Charles Quint, donc, qui était encore le suzerain de la ville, s'est rendu compte que lors du siège de 1558 par les Français, la ville avait été prise assez facilement. Donc, vient une réflexion sur l'organisation des fortifications et il confère à un architecte flamand, donc Jacques von Neuen, le soin de refaire justement les fortifications de Thionville pour résister de manière plus efficace. Donc cet architecte va mettre au point 7 bastions qui vont servir à la défense de la ville, dont celui-ci. Alors aujourd'hui il nous en reste 2, donc le bastion dit Luxembourg et le bastion du parc Wilson qui est un petit peu plus loin. Mais alors, je vois, ce qu'on voit là, je suppose que ça date pas de l'époque de Charles Quint. Non, pas du tout. Alors, ce bastion, ensuite, a été repris lors de la première annexion, dans les années 1880 par les Allemands, qui l'ont transformé en blockhaus pour prévenir un éventuel conflit. Alors, il va servir à l'armée allemande, bien sûr, mais il va aussi servir aux Américains lorsqu'ils participeront à la libération de Thionville. Tout au long de notre visite, nous avons pu retracer plus de 1000 ans d'histoire thionvilloise. Aujourd'hui, le patrimoine de la ville témoigne du passé chahuté de la cité. Devenue française en 1659, sous le règne du jeune roi Louis XIV, la ville connaîtra de nombreux virages, mais les parenthèses antérieures, notamment luxembourgeoises et espagnoles, perdureront jusqu'à nos jours. La ville de Thionville continue ainsi d'écrire son histoire, et les témoins de pierre que nous avons parcourus participent aujourd'hui à l'attractivité du bassin thionvillois, qui depuis plus d'un millénaire continue d'inscrire son quotidien au cœur de l'épopée du territoire. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cette visite, Geoffrey. C'était un plaisir, très intéressant. C'est toujours un grand plaisir de faire voyager dans l'histoire de Thionville. Ok, magnifique, très bien. Merci encore. Merci à vous, Thierry. Et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Destination Moselle. Rendez-vous très bientôt, la semaine prochaine, pour de nouvelles découvertes au cœur de la Moselle, bien sûr. Tim Girard vous a emmené à la découverte de l'histoire mosellane avec Moselle Attractivité.